Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'analyse sur Public Sénat. Sens Public, des experts qui donnent du sens à l'actualité, 90 minutes et 2 thèmes d'actu. Ce soir, la loi sur l'immigration pour commencer, présentée hier en Conseil des ministres. Elle veut à la fois faciliter l'expulsion des délinquants étrangers et régulariser ceux qui travaillent dans notre pays depuis plus de 3 ans. Méchants avec les méchants, gentils avec les gentils, dit le ministre Darmanin. L'argument est simpliste, mais pour l'instant, au Parlement, il ne convainc ni la gauche ni la droite. On décortique ce texte dans 1 minute. Et puis, c'est un vote historique. La liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse pourra être inscrite dans la Constitution. Les sénateurs et les sénatrices l'ont décidé hier soir. J'étais très émue à la sortie du vote. Vous le disiez, c'était inattendu, mais c'était pas impossible. On y croyait, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est ces émotions qu'on a quand on est dans un moment qu'on sait historique. Faut-il constitutionnaliser le droit à l'avortement? Dans quel pays est-il menacé? Faudra-t-il passer par un référendum pour valider le vote du Parlement? Ne ratez pas notre second débat dans 45 minutes. Mais d'abord, donc, le contenu de la loi immigration et les réactions détaillées, résumées par Pierre-Henri Holderbaum. C'est un texte équilibré entre fermeté et humanité. Ce sont les mots du gouvernement pour parler du projet de loi immigration. D'un côté, l'exécutif propose de lutter contre l'immigration illégale en facilitant les expulsions et surtout celles des étrangers délinquants. De quoi convaincre la droite sénatoriale. On va regarder dans le détail, naturellement, mais c'est déjà une avancée. En matière d'asile, comment limiter les demandes d'asile abusives? Je dis bien abusives. 135 000 demandes encore. Finalement, on en accorde à peu près entre 25 et 30 000, 35 000 quand c'est très compliqué. Mais ça irrigue plus exactement toute l'immigration irrégulière, en tout cas pour ceux qui sont refusés. Mais les LR ne veulent pas du volet de l'intégration sur le travail. La loi propose aux demandeurs d'asile sans papier de travailler dès leur arrivée, mais aussi la création de titres de séjour pour les travailleurs dans les métiers en tension. Des mesures qui pourtant plaisent à gauche, ces sénateurs avaient pu le dire à l'exécutif lors d'un débat. Nous ne voulons pas de quotas et nous serons vigilants sur cette affaire de liste des métiers en tension. Le gouvernement serait prêt donc à accueillir des étrangers, mais à une condition, leur utilité. Pour nous, il ne doit pas s'agir de régulariser des pratiques d'exploitation patronale. C'est donc toute la difficulté de l'exécutif, maintenir les 2 volets de son texte, sans braquer la gauche et la droite. Le projet de loi doit être examiné en premier au Sénat dès le mois prochain. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce premier débat. Jean-Yves Lecomte, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste des Français et Françaises établis hors de France. Rachel Bignaz, bonsoir, bienvenue. Merci. Journaliste au service Société au magazine Marianne. Didier Lesky, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et Mathilde Sirot, bonsoir Mathilde, éditorialiste politique pour Sens Public. Peut-être une réaction un peu générale. On va ensuite prendre le temps de décortiquer les grandes mesures de ce texte. Jean-Yves Lecomte, est-ce qu'il vous paraît à la hauteur des enjeux de l'immigration aujourd'hui? Non, c'est un texte de com. Enfin bon, déjà, quand on dit être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, ça montre une maîtrise assez limitée finalement de la complexité, alors que c'est un sujet complexe. Deuxièmement, sur la partie éloignement, je pense qu'au contraire, si on veut faire des éloignements efficaces pour protéger l'ordre public, il faut savoir se concentrer sur ce qui est nécessaire et pas vouloir tout faire parce qu'on n'arrivera à rien. Donc il faut prioriser. C'est pas l'esprit global du texte. Pour ce qui est du droit d'asile, la remise en cause de la possibilité de faire appel à une formation de jugement collectif dans un certain nombre de cas, et donc la place du HCR dans la Cour nationale du droit d'asile, remettre ça en cause, ça me semble dangereux. Sur la partie travail, bien entendu, j'y suis plus favorable. D'abord, c'est une question d'ordre public. Là encore, de permettre aux personnes qui travaillent en situation irrégulière et qui sont en situation irrégulière d'être dans un certain nombre sous un certain nombre de conditions, d'obtenir une possibilité d'être régularisé. Donc ça me semble plutôt être dans la bonne direction. Toutefois, moi je crois
à la capacité du travail comme vecteur fondamental d'intégration. Et je pense qu'on ne va pas au bout des choses. Alors, vous aurez l'occasion en termes de droit du travail, au droit au travail pour les demandeurs d'asile. On y reviendra sur ces différents aspects et vous pourrez détailler finalement vos arguments. Rachel Binas, le en même temps macroniste, est-ce qu'il peut s'appliquer à l'immigration? C'est un peu la question, ça pourrait être la question générale de cette émission. Vous qui êtes qui enquêtez sur ces questions, comment vous ressentez ce texte? Mais c'est un texte qui, comme très souvent quand on aborde cette question-là de l'immigration, qui est une question éminemment passionnelle et où parfois le problème c'est que s'émouvoir semble dispenser de réfléchir. C'est une question qui amène des confrontations politiques et idéologiques qui ressurgissent. C'est pas toujours le cas. Hein. Avec ce sujet-là, ça l'est. C'est-à-dire des questions comme est-il légitime ou pas de renvoyer, d'éloigner des clandestins, ou est-ce qu'à partir du moment où une personne est en situation irrégulière sur le territoire, à partir du moment où elle a franchi la frontière, de fait, il faudrait la régulariser. Est-ce que justement augmenter les exigences à l'égard de ces gens qui arrivent est légitime ou pas? Est-ce que ça peut permettre l'intégration? Et où en est-on? Par exemple, sur la langue française? Sur la langue française, exactement. On aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est aussi une loi qui vient à un moment où, on le sait, le pacte républicain en matière d'intégration est particulièrement fragile. Maintenant, la question, vous l'avez dit, c'est est-ce que cette loi et cette espèce d'en même temps peut tenir ou pas? Est-ce qu'il peut séduire ou pas? Ça va être extrêmement compliqué pour le gouvernement et même pour la majorité. Ouais. Didier Lesky, il était incarné au départ par deux ministres, ce texte, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ministre de l'Intérieur, ministre du Travail. Il y avait même cet en même temps, il était même physiquement visible des Français. On a l'impression qu'Olivier Dussopt, accaparé par la réforme des retraites, a un peu disparu. Écoutez, ça c'est votre appréciation de journaliste, mais ce qui est important dans ce texte et dans le débat public, c'est de remettre la question du travail avec l'immigration, puisque historiquement l'intégration des immigrés s'est faite par le travail. Et nous avons toujours une immigration de travail importante, puisque les chiffres de 2022, c'est plus de 55 000 personnes qui sont rentrées en France par le biais du travail. Voilà. Ce que propose le texte, c'est la régularisation de ceux qui sont ici. C'est un mécanisme qui est spécifique à la France, puisqu'on est un des rares pays à avoir déjà un processus de régularisation au fil de l'eau. D'autres pays ne l'ont pas. On peut penser par exemple à l'Allemagne, qui du coup va être obligée de faire une opération de régularisation beaucoup plus massive, parce qu'ils n'ont pas ce système de régularisation. Et enfin, l'ensemble des pays européens, de l'Union européenne, sont confrontés à une situation qu'on connaît, si vous voulez, sur la longue durée, c'est qu'il y a une part de l'immigration qui est la projection du chaos du monde. Et dans ce chaos du monde, le continent ou les pays qui sont enviés, c'est plutôt l'Union européenne. On peut reprendre par exemple l'exemple de Kaboul. Quand le 15 août 2021, Kaboul tombe, si vous voulez, aucun Afghan raisonnable, si j'ose dire, mais enfin aucun Afghan, ils étaient tous raisonnables, ne s'est précipité auprès de l'ambassade de Chine ou de l'ambassade de Russie pour y demander l'asile. Tout le monde a essayé de venir en Europe, vous connaissez aux États-Unis, ça mieux que moi, au Canada. Ils vont d'abord dans les pays limitrophes, souvent. Et puis ensuite, ils essayent d'atteindre effectivement l'Eldorado européen ou ils vont ou dans les pays limitrophes parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. On est bien d'accord. Mais l'envie d'aller ailleurs, si vous voulez, il est d'abord une envie d'échapper à la situation économique désastreuse au Pakistan, à ce qui se passe en Iran, puisqu'on avait, par exemple, pour les Afghans, une communauté afghane importante en Iran. C'est tout ça qu'il faut gérer. C'est pour ça que l'ensemble des pays européens connaissent des modifications législatives importantes et parfois même radicales par rapport à ce qu'on a pu connaître. On peut se souvenir par exemple qu'au début des années 1980, pour les plus anciens d'entre nous, les Pays-Bas étaient vécus comme le pays extrêmement accueillant pour l'immigration. Aujourd'hui, les mécanismes juridiques mis en place aux Pays-Bas sont extrêmement contraignants par rapport à ce qu'on connaît nous. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, même pour le regroupement familial ou l'immigration familiale, on ne peut pas avoir un visa si on n'a pas déjà appris un minimum de hollandais. Et même pour les nationaux hollandais, si on n'a pas un appartement suffisamment grand et si on n'a pas de revenus, eh bien on ne peut pas faire venir un conjoint ou une conjointe étrangère. Mathilde, vous voulez intervenir? Vous parliez du cas de l'Allemagne et de l'immigration avec la question du travail. Il y a une question souvent qui revient, et même un postulat qui serait de dire que l'économie française ne pourrait pas tourner sans l'immigration. Est-ce que ça, vous pouvez l'illustrer? Est-ce que vous êtes d'accord avec... Sur la très longue durée, il y a toujours eu une immigration de travail, en particulier une immigration de travail dans des secteurs
pénibles et dans des secteurs de peu de qualification. La difficulté que nous avons depuis le début des années 80, en particulier, c'est la désindustrialisation de la France, en même temps qu'il y a une augmentation et une concentration de l'immigration dans certains départements ou dans certains lieux. La Seine-Saint-Denis, par exemple. La Seine-Saint-Denis, au début des années 70, dans le nombre d'immigrés, c'est le 9e département de France. Aujourd'hui, c'est le 2e département de France parce qu'on a eu une montée de l'immigration qui était due à deux choses. L'expulsion des immigrés de Paris, d'une certaine manière des pauvres, en même temps que cette ville se dit accueillante, elle expulse ces pauvres, et en particulier les immigrés. Donc, Paris, c'était 30% d'immigrés au début des années 80. C'est aujourd'hui 20%, avec une part importante d'Européens. Et en même temps, les immigrés du Sud, ils sont allés en Seine-Saint-Denis. Et au moment où ils sont allés en Seine-Saint-Denis, on a fermé les usines de voitures. Et on a fait disparaître ce qui étaient les emplois peu qualifiés. On appelait cela les ouvriers spécialisés, les ES, dont la spécialisation était de ne pas en avoir. C'est la fermeture, à partir de 1983, des usines automobiles et qui s'est étalée jusqu'aux années 2000. Et ces usines automobiles, où est-ce qu'elles se trouvent aujourd'hui? Elles se trouvent en Algérie, au Maroc, c'est-à-dire des pays de départ. Et ceux qui partent sont soit des classes moyennes qui ne veulent plus vivre dans ces pays parce qu'on y vit mal, soit les perdants du système, puisque dans cette projection du chaos du monde, eh bien, on a la faillite, de fait, d'États qui était pourtant porteur de plein d'espérance. Alors, on va écouter le ministre de l'Intérieur reprendre cette formule qui était faite pour frapper les esprits. Ça marche, puisqu'on y fait toujours référence, les gentils et les méchants. Écoutez. J'ai résumé les choses dans le journal Le Monde en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis, s'ils font des enfants, qu'ils viennent nourrir la longue cohorte de ceux qui ont eu, comme moi, des grands-parents émigrés, qui sont venus en France pour travailler courageusement, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Jean-Yves Lecomte, la dernière partie de la phrase de Gérald Darmanin, voilà, cette partie répressive, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement de l'ordre du bon sens? De toute façon, quand on l'entend comme ça, on se dit bah oui, c'est gentil. C'est une fable, parce que c'est quand même quelque chose d'éminemment complexe. Bien entendu, quand on l'écoute de cette manière, le ministre de l'Intérieur, on se dit bah oui, c'est logique. Sauf que c'est un peu plus complexe. Sur la partie par exemple, expulsion. Oui. Bien entendu, on ne va pas dire que toute personne qui est en situation irrégulière devrait pouvoir être en situation régulière. D'un autre côté, parce qu'on comprend bien ce que ça veut dire derrière, les implications, et le sens finalement de ce que veut dire régulier et irrégulier dans ce cas-là. Toutefois, à partir du moment où on affirme des questions en particulier en matière d'ordre public, je les partage. Sauf qu'il faut savoir où est-ce qu'on met le curseur. Il faut savoir s'il s'agit de suspicion, de choses jugées. Enfin, bref, il faut mettre du droit là-dedans. Et c'est pas si simple que ça. Je partage. C'est pour ça que vous dites que c'est de la com. C'est pour ça que je dis que c'est de la com. Moi, je crois que sur ce sujet-là, on peut faire beaucoup plus. Quand monsieur le ministre de l'Intérieur fait une circulaire en disant toute personne qui est en situation irrégulière, vous mettez des OQTF, vous les mettez en CRA, etc. Quand on fait ça, qu'on surcharge les CRA, on oblige les gens... Les CRA, pardon. Les centres de rétention administrative. Merci beaucoup. Quand on fait ça de cette manière-là, on ne priorise pas ceux qui devraient être expulsés pour des raisons de sécurité. Alors ça, c'est une vraie question. Moi, je pense que la priorité, c'est la priorisation. C'est le fait de faire en sorte que la police de l'air et des frontières, que nos services diplomatiques soient mobilisés sur les cas les plus essentiels. Et d'autre part, mettre le paquet, parce que je crois fondamentalement, et je rejoins qu'on est peut-être dans une nouvelle période par rapport à ce que monsieur le directeur de l'OFI disait sur... Finalement, l'intégration par le travail, effectivement, on est passé par une période de désindustrialisation. On voit aujourd'hui que notre économie a plus besoin, et l'économie européenne d'une manière générale, a plus besoin finalement de main-d'œuvre. Par conséquent, il faut revoir, réinvestir finalement, et recroire en le fait que le travail est un moyen d'intégration. Et se donner donc les moyens d'être capable de donner des situations régulières. Et ne pas être inquiet sur une chose. En particulier, la régularisation. Avoir des gens qui travaillent de manière régulière, ce n'est pas du dumping social, c'est lutter contre le dumping des salaires.
Regardez ce qui s'est passé avec les protégés temporaires ukrainiens. Les protégés temporaires ukrainiens, ils ont eu le droit de travailler immédiatement. Est-ce que c'est plus facile comme ça? C'est plus facile comme ça. Donc vraiment, sur le droit au travail et la capacité du travail d'intégrer, il faut y aller. Il faut arrêter de rentrer. Je reviens sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Est-ce qu'on en distribue trop pour que ce soit finalement efficace? La question n'est pas d'en distribuer trop ou pas. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Prenez par exemple. C'est l'une des critiques qui est exprimée. J'entends bien. L'année dernière, la France a délivré 130 000 visas pour l'Algérie, 140 000 pour le Maroc. Dans le même temps, il y a eu très peu de laissez-passer consulaires qui ont été donnés par ces pays pour reprendre ceux qui n'ont pas l'autorisation de séjour ici et qui, en l'occurrence, ont eu des OQTF. Je crois que c'est 20 000 pour les Algériens, quelque chose comme ça. Si on veut qu'il y ait une migration circulaire, ça suppose qu'il y ait une responsabilisation et un rapport de confiance. Si on donne avec les pays d'origine. Avec les pays d'origine. Or, qu'est-ce qui se passe? Ces pays ne veulent pas soit reprendre leurs perdants, soit reprendre les personnes dont elles peuvent penser à un moment donné qu'elles remettront en cause un système social qui est profondément inégalitaire. C'est ça qui se passe. Voilà. Et donc, la question qui nous est posée, c'est de savoir, effectivement, si on peut admettre cette idée que toute personne qui met le pied en Europe doit être au bout du compte régularisé. Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'organisation sociale générale? Ou est-ce qu'on fait pression sur ces pays en disant « vous ne pouvez pas continuer à être des pays aussi inégalitaires que cela » et qui fait que les deux principales nationalités qui passent en Espagne ces dernières années, ce sont les Algériens et les Marocains. Alors, il y a une dimension politique dont on va parler maintenant avec vous, Mathilde, puisque, on l'a bien compris, il compte sans doute plus sur la droite pour voter cette loi immigration, mais il pourrait, le ministre de l'Intérieur, devenir en quelque sorte la victime collatérale du débat sur la réforme des retraites. Oui Thomas, le ministre de l'Intérieur, donc on le sait, il est venu des rangs des Républicains. Il est toujours proche de Nicolas Sarkozy, mais aussi de Xavier Bertrand. Il soumettra, on l'a dit, le texte en premier lieu aux sénateurs. C'est une stratégie qui vise en fait à piéger la droite en tentant d'embarquer avec lui les troupes de Gérard Larcher et de Bruno Retailleau, moyennant des concessions et un durcissement du texte. Il espère ainsi pouvoir mettre la pression ensuite sur l'Assemblée, sur les députés LR, puisque Gérald Darmanin a fait ses calculs. Il a besoin de 50 abstentions du côté des LR pour que sa loi soit adoptée à l'Assemblée. Voilà, ça c'est le plan de départ. Sauf que depuis que le parti d'Éric Ciotti a accepté de pactiser avec le gouvernement sur la question des retraites, même si cette alliance se révèle, on l'a vu, plutôt fragile, la droite est condamnée à se démarquer de l'exécutif sur cette question de l'immigration, qui est un sujet, on le sait, très identitaire pour son électorat. D'ailleurs, le RN en fait déjà son miel et pilonne un parti qui serait devenu, je cite, la béquille d'Emmanuel Macron. Alors, c'est-à-dire que finalement, le oui aux retraites déclenche automatiquement en réaction un non sur l'immigration, qui est un non plutôt de posture plus que de conviction. Et sans la droite, le gouvernement risque de devoir passer en force. Elisabeth Borne sacrifiera-t-elle son dernier 49.3 sur le texte immigration au risque de s'exposer à une motion de censure? Est-ce que le gouvernement sera contraint de faire machine arrière? Ce sont des questions aujourd'hui qui se posent. Tous les scénarios sont possibles. En disant vouloir aller très loin sur le volet régularisation et très loin sur le volet fermeté et expulsion, le gouvernement perd finalement sur les deux tableaux, à la fois la droite et la gauche, puisque cette fameuse stratégie du en même temps se heurte à la réalité de la majorité relative. Le rapport de force politique, finalement, déterminera l'avenir de cette loi. Gérald Darmanin sera certainement contraint d'amoindrir tout ou partie des mesures qui vise à régulariser certains travailleurs sans papier, au risque de s'aliéner les voix de l'aile gauche de la majorité, qui déjà rechigne à légiférer une nouvelle fois sur ce thème, qui, on se souvient, avait suscité beaucoup de crispations lors de la loi Collomb en 2018. Bref, la configuration politique est très complexe. L'issue paraît à ce stade inextricable sur un sujet très sensible dans l'opinion et sur lequel le président n'a jamais vraiment réussi à convaincre jusqu'à maintenant, et encore moins à obtenir des résultats, quand bien même on connaît la difficulté réelle. Merci Mathilde, c'est intéressant parce que vous nous dites qu'il va encore évoluer et être négocié. Or, il a déjà été âprement négocié en interne, en quelque sorte, au sein de la majorité présidentielle. C'est ce que dit Sacha Houlié, qui est le président Renaissance de la Commission des lois à l'Assemblée. Écoutez.
Le projet de loi initial de la LOPMI ne prévoyait que les expulsions des étrangers délinquants et qu'il prévoit désormais la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Vous imaginez que ce point n'est pas apparu par l'opération du Saint-Esprit et qu'il a été âprement négocié des mois durant avec le ministère de l'Intérieur et que je pense que les dizaines de milliers de travailleurs qui aujourd'hui sont dans les cuisines, sont sur les chantiers, voire même sont dans les soins hospitaliers, infirmiers ou dans les EHPAD, voire des médecins, eh bien, seront ravis d'apprendre qu'ils n'auront plus besoin de travailler sous alias. Rachel Bignat, si la droite et la gauche le rejettent, c'est peut-être qu'il est équilibré, effectivement, ce texte sur l'immigration. Est-ce que vous reprenez ce que nous disait à l'instant Mathilde, c'est-à-dire qu'ils foncent tout droit vers le 49.3 ? Alors, il y a quand même un grand point d'interrogation autour du 49.3 parce qu'il semblerait que la Première ministre ne soit pas enchantée à l'idée d'utiliser pour ce type de texte particulièrement le 49.3. Donc, en effet, c'est une équation qui, pour le gouvernement, paraît extrêmement compliquée à résoudre. Renforcer le texte, c'est-à-dire le durcir pour séduire des députés, des parlementaires LR, mais avec le risque qu'une partie de la majorité ne veuille pas le voter, ou alors rester sur cette espèce d'en même temps qui paraît aussi difficile à tenir puisque les LR de toute façon n'ont aucun intérêt à s'abstenir sur ce type de thématique. Un mot quand même sur le travail parce que on en parle, on a deux hommes de gauche sur le plateau et je ne pense pas que c'est est-ce aussi simple, je ne sais pas. Ça ne l'est pas dans ma bouche et je suis assez surprise que alors certes, on parle de régulariser les personnes qui travaillent, c'est plein de bons sentiments et ça peut être légitime sur le papier. Mais il y a quand même une chose... Peut-être d'efficacité économique aussi, que des bons sentiments. Certes, mais il y a une chose qu'on n'aborde pas et qui fait partie même du projet, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle les métiers en tension et c'est ce qu'on appelle le titre talent profession médicale. Métier en tension qui permettrait, alors on n'a pas encore la liste, de faciliter justement l'accès et le séjour à des personnes qui se tourneraient vers des métiers qui aujourd'hui ont du mal à trouver justement du personnel. Aussi parce que les conditions de travail ne sont pas toujours idéales, parce que les salaires ne sont pas extrêmement bons et parce que, de manière générale, le code du travail est parfois utilisé de manière assez aléatoire. Et puis ce titre de talent profession médicale et pharmacie, qui en fait va provoquer une espèce d'exode qui existe déjà, mais c'est une espèce d'exode qui semble assumé. Dans nos hôpitaux, il y a déjà beaucoup de médecins étrangers. Oui. Voilà, 22 000 médecins. Aujourd'hui, ne prenons que la Tunisie. La Tunisie, le nombre de médecins qu'elle forme chaque année, ça correspond au nombre de médecins qui part pour travailler notamment, ça peut être Canada, France, Golfe Persique. C'est une question, est-ce qu'on accepte, peut-être, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit clair, de vider certains pays de leur élite, de leur matière grise, sur un sujet aussi complexe, aussi important que la santé. Bien sûr. Jean-Yves Lecomte, votre réaction et ensuite Didier Lesky. Alors, les deux questions sont légitimes. Toutefois, moi, je vais vous faire une réponse très claire. Si on considère que, parce que vous dites ça, il faut absolument pas accepter les talents dans le domaine de la santé, croyez bien, s'ils veulent partir de Tunisie, ils iront au Canada. Par conséquent, je reprendrai presque ce que disait Didier Lesky tout à l'heure, c'est à la Tunisie de faire en sorte qu'elle puisse être attractive pour ses talents. Bon, ça, on ne peut pas le faire à sa place. Par contre, moi, à partir du moment où nous avons besoin d'un certain nombre de personnes, oui, écoutez, de toute façon, s'ils ne veulent pas rester en Tunisie, si nous ne sommes pas prêts à les accueillir, ils iront travailler ailleurs. Et puis, ça sera de toute façon ni la Tunisie ni la France qui les auront. La responsabilité, en l'occurrence, c'est que la Tunisie devienne attractive, et ça dépend d'elle. Donc, à partir de là, moi, je n'ai pas vraiment d'état d'âme de ce point de vue-là. Et c'est même une philosophie, je crois, à chaque fois qu'il faut être assumé. On ne peut pas faire le bonheur des États à leur place. Par contre, individuellement, s'il y a une personne qui veut partir, de toute façon, elle quittera son pays et ira ailleurs. Si... Sous prétexte de protéger les cerveaux en Tunisie ou ailleurs, on leur dit désolé, on n'accueille pas. S'ils veulent partir, ils partiront ailleurs. Donc moi, j'ai aucun état d'âme sur ce sujet. Et sur le deuxième point, il est clair que, effectivement, sur un certain nombre de métiers en tension, où il y a une bonne partie des personnes qui travaillent aujourd'hui de manière irrégulière, qui dépendent de leur employeur et qui donc acceptent des conditions de travail, que ce soit en termes d'horaire ou que ce soit en termes de salaire, qui sont inacceptables, le jour où ces personnes sont régularisées, il n'y aura plus le même dumping.
et les conditions de travail seront donc améliorées. Donc vous dites que les conditions de travail générales dans le secteur s'amélioreront. Je refuse cette idée de trappe à bas salaire. Au contraire, si on régularise, si on fait que dans un certain nombre de métiers où on sait qu'aujourd'hui il y a une partie significative des personnes qui travaillent de manière irrégulière dans des situations de quasi-esclavage, qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits parce qu'ils sont en situation irrégulière, le jour où les personnes sont en situation irrégulière, ça change la donne, et ça change la donne pour tout le monde. Alors, et ça donne, on y reviendra ça rend là-dessus. des métiers plus attractifs pour tout le monde. Il y a deux aspects qui sont aussi intéressants l'un que l'autre. On reviendra sur les métiers en tension, mais sur effectivement l'aspect des talents, notamment des talents médicaux. Qu'est-ce que vous répondez à la critique ou à l'intervention de Rachel Bignat sur le thème? Bah oui, mais on appauvrit ces pays. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je ne sais pas si je suis un homme de gauche, comme le dit... Ce n'est pas une critique dans ma bouche. Madame Binas, mais bien évidemment, c'est une interrogation qu'on peut avoir, parce qu'on sait bien qu'il y a des médecins qui viennent, mais une chose est d'avoir des médecins qui viennent, et du reste, l'OFII participe de la venue de ces médecins, par exemple en Tunisie. Et au moment de la crise du Covid, j'étais un peu perturbé, je dirais, parce qu'on continue à faire venir des médecins, et en même temps, vous, journalistes, vous faisiez des reportages sur la situation du Covid en Tunisie, où on voyait ces hôpitaux sans médecins, avec des Tunisiens qui étaient dans une situation extrêmement difficile. Et donc, le problème n'est pas que des médecins viennent. Enfin, je veux dire, j'entends bien ce que dit Rachel Binas. Le problème, c'est de savoir si on l'affiche. Voilà. Et comment on l'affiche, et quel est l'écho de cet affichage dans les pays de départ. Or, nous avons une difficulté dans toute l'Afrique, et c'est particulièrement vrai dans certains pays du Maghreb, où, par exemple, des partis islamistes disent que fait la France? Elle a une politique postcoloniale affichée de faire venir spécifiquement, en plus sur une profession qui touche au corps et à la santé des gens, des médecins pour les aspirer. Et c'est peut-être là où il y a un problème, sans doute. En tout cas, il devrait y avoir un effort d'explication pour dire ce n'est pas une politique postcoloniale que d'afficher très clairement que nous voulons aspirer vos médecins. Mais est-ce qu'on est effectivement dans une concurrence internationale? Parce que c'est un peu ce que disait le sénateur. C'est-à-dire que s'ils ne viennent pas chez nous, ils iront ailleurs. On sait bien qu'on est d'autant plus en concurrence internationale que l'administration de la santé et sans doute les responsables politiques de l'époque ont fait une erreur tragique pour nous. Pour nous tous collectivement, c'est en 1970-71 la mise en place de ce qu'on appelle le numerus clausus, qui est tombé extrêmement bas sur le nombre de médecins formés. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, vous seriez algérien, tunisien, sénégalais, camerounais. Et bien, vous pourriez dire la France, en faisant venir mes médecins, me fait payer son erreur stratégique d'il y a presque 40 ans. Et essaye de combler ces déserts médicaux par le biais de gens dont elle ne paye pas la formation. Je dis ça parce qu'il y a eu une tribune de médecins qui travaillent avec l'OFII, donc Xavier Emmanueli et d'autres, dans le journal du dimanche, et ils l'ont fait en toute indépendance, puisque les médecins de l'OFII sont indépendants, et qui soulignaient tout ça, Ronnie Broman avec, etc. Et je pense que c'est une interrogation légitime. Après, il ne m'appartient pas de critiquer le projet du gouvernement. Allez-y. Et j'ajoute aussi, d'une manière un peu plus générale, que pour les pays de départ, les pays qui perdraient un certain nombre de cerveaux, qui perdent un certain nombre de cerveaux, finalement, on doit constater qu'à la sortie, il y a plus, finalement, ces pays ont aussi, finalement, besoin de leur diaspora, ne serait-ce qu'en termes financiers et en termes de développement. L'aide, l'accompagnement, les financements des diasporas est supérieur à l'aide publique au développement. Et souvent, sur des projets qui sont plus adaptés, qui sont pas dirigés, qui sont pas organisés par des États qui sont souvent pas absolument idéaux pour le bonheur de leur population, et par conséquent finalement c'est avoir une diaspora forte. Enfin, un médecin, c'est pas un informaticien. C'est aussi la capacité de se développer soi-même. Un pays qui a une diaspora forte, c'est aussi un pays qui a la force de se développer parce qu'il y a de la mobilité et parce qu'il y a des moyens, des financements qui sont adéquats pour le développement du pays. Donc voilà, je ne dis pas ça juste méchamment, je constate simplement que les personnes qui veulent partir, elles partiront, ça fait partie de la liberté individuelle. Et qu'à partir de là, on doit essayer de s'organiser avec ces contraintes. Alors l'autre aspect, et on va prendre le temps d'en débattre et de détailler les mesures, c'est effectivement la régularisation de ces travailleurs sans papier qui sont en France depuis plus de 3 ans dans les secteurs en tension, notamment ce titre de séjour métier en tension. Alors il fait évidemment bondir Éric Ciotti, on l'écoute.
J'ai déjà dit que je ne voterai pas ce texte. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui face à une bérésina migratoire. Les chiffres ont été publiés. Là, on est dans la com, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. C'est impuissant avec tout le monde. Les chiffres sont sortis, c'était jeudi ou vendredi dernier, ils viennent du ministère de l'Intérieur. 320 000 titres de séjour accordés par M. Darmanin en 2022, auxquels se rajoutent 156 000 demandeurs d'asile. On ne s'interdit rien, mais en tout cas, moi je ne cautionnerai pas un texte qui va régulariser 30 à 40 000 étrangers en situation irrégulière. Pourquoi ? Parce que ça conduit à un appel d'air. Alors, cette question de l'appel d'air, on va évidemment en parler. Mais d'abord, je propose à Mathias Sarrez de nous rejoindre sur ce plateau. Il est là, juste derrière le rideau. Bonsoir Mathias, bienvenue. Bonsoir. Ce titre de séjour sur les métiers en tension, déjà, est-ce qu'on est des pionniers ? Est-ce que c'est une exception française ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Non, la France n'aura pas la primauté en Europe. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, en réalité, face au vieillissement généralisé de la population et au manque de main-d'œuvre, quasiment tous les pays ou presque font et continueront de faire appel à l'immigration dans les années à venir. Deux modèles toutefois, ceux qui ont une urgence immédiate et régularisent les immigrés déjà présents et ceux qui prévoient d'en accueillir de nouveaux grâce à de nouvelles lois. De quel modèle le projet français se rapproche ? Eh bien, le projet de loi français est très proche de ce qu'applique l'Espagne depuis l'été dernier. Là-bas, les personnes en situation irrégulière pouvant prouver qu'elles vivent depuis au moins 2 ans dans le pays pourront prétendre à un titre de séjour temporaire si elles s'engagent à suivre une formation dans les secteurs tendus que sont l'hôtellerie, le BTP ou encore l'agriculture. En Italie, c'est un peu la même solution pour les métiers peu qualifiés. Toutefois, cette politique migratoire, elle pourrait être remise en cause avec l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Et alors, qu'est-ce qui nous différencie de ce que propose l'Angleterre ou l'Allemagne ? Eh bien, ces deux pays se rapprochent plus du modèle canadien avec un système par points, parler la langue, justifier une promesse d'embauche ou encore avoir de l'expérience dans un métier en tension seront des plus pour espérer obtenir une régularisation rapide. Ici, l'effet va donc plus loin car on espère attirer des personnes ne se trouvant pas dans le territoire national, à l'inverse de la France. L'Allemagne, qui vise les 400 000 travailleurs qualifiés par an, se rêve, selon les mots de son chancelier Olaf Scholz, en pays d'immigration moderne. Merci Mathias. Pays d'immigration moderne. Je reprends cette formule, Didier Lesky. Ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que face au chaos du monde, on peut toujours faire la politique de l'autruche, mais il y aura des vagues migratoires, on parle il y en a déjà de futurs réfugiés climatiques. Bref, un pays d'immigration moderne ne peut pas appliquer les mêmes méthodes aujourd'hui que celles des années 90 ou 2000 ? La difficulté, c'est que chaque pays a une immigration particulière. Et par exemple, quand on parle de l'Espagne, ouais, on a une situation un peu particulière puisque, on l'oublie souvent, la 3e nationalité qui rentre en Europe, en termes de demande d'asile, ce sont des latino-américains, ce sont des vénézuéliens, des colombiens. Qui passent par l'Espagne prioritairement. Bien sûr, c'est logique. Parce qu'ils rentrent en Espagne sans visa, en fait. Ouais. Hein, et on oublie du reste que les Vénézuéliens constituent une des toutes premières nationalités en errance, justement du fait de la faillite du modèle vénézuélien. Et donc la question de l'intégration en Espagne pour ceux qui arrivent est assez différente de l'immigration qu'on a nous. Donc quand on compare d'un pays à l'autre, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas appliquer les mêmes méthodes. J'ajoute que les Marocains, les Algériens, et en particulier les Algériens qui traversent la Méditerranée, en fait, ne restent pas en Espagne et traversent après les Pyrénées et viennent plutôt en France. Et nous, la difficulté que nous avons, c'est une main-d'œuvre peu qualifiée, qui est là. Et les Allemands, par exemple, leur immigration, elle est d'abord européenne au sens large. Elle vient de l'ancienne Fédération de Russie, des Roumains, des Polonais, alors que nous, nos premières immigrations, viennent de pays dont on ne peut pas dire que les systèmes, en particulier les systèmes scolaires, soient particulièrement bons en ce qui concerne la masse des gens. Il y a une élite formée, bien sûr, mais c'est pas ça le sujet. Donc chaque pays choisit en fait ou subit des immigrations particulières. Les Allemands ont décidé de choisir et prioritairement des personnes qualifiées avec en plus un système qui peut être extrêmement dur, beaucoup plus dur que nous en ce qui concerne l'immigration familiale, le droit à l'immigration familiale ou par exemple la santé. Ouais. Je rappelle que quand un clandestin va dans un hôpital en Allemagne, bien évidemment s'il y a une urgence il est pris en charge, mais l'administration de l'hôpital est tenue de le dénoncer à la police de l'air et des frontières. Mathilde.
Il y a un pays que vous n'avez pas cité en termes de politique migratoire, c'est le cas du Danemark, qui aussi peut vous interroger en tant qu'homme de gauche sur ce plateau. Le revirement en fait de la gauche au Danemark. Le revirement de la gauche au Danemark qui applique une politique migratoire très très ferme et qui interroge et qui a notamment inspiré la Fondation Jean Jaurès qui a publié une note sur ce sujet et Fondapol. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui pourrait être duplicable en France et qu'est-ce que ça dit finalement de l'évolution peut-être culturelle vis-à-vis de l'immigration? Je vais reprendre la question mais en la posant peut-être à Jean-Yves Lecomte et en rajoutant une dimension. Est-ce que finalement la gauche française et d'autres gauches européennes ne se sont pas durcies au fur et à mesure? C'est-à-dire durcir, je ne crois pas. Déjà, effectivement, quand on regarde... Là, on a un bon exemple. Oui, mais excusez-moi, mais le Danemark se cache derrière l'Allemagne. Ça ne peut. Il est loin des pays de premières entrées. C'est donc une politique qu'il mène. Je crois d'ailleurs que l'étape suivante, qui est d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, en tout cas son projet, ça ne peut pas rentrer dans le droit européen. Mais ça n'est certainement pas quelque chose qui peut être fait au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Et puis, nous sommes français, nous avons une identité constitutionnelle, nous sommes attachés au droit d'asile. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer d'aller vers la situation du Danemark. Moi, je peux vous dire, j'ai échangé quelquefois avec des sociodémocrates danois. Franchement, c'est plus facile pour moi de parler avec la Ligue italienne qu'avec les sociodémocrates danois. Parce que sur ce sujet... ils sont dans une autre dimension. Je ne peux pas imaginer que ce soit un modèle. Voilà. Le modèle, il est effectivement, ça a été rappelé, sur la question de l'intégration par le travail. Et je crois qu'on est justement là en 2022, on a beaucoup plus de premiers titres de séjour délivrés pour des raisons de travail, parce que notre économie en demande. C'est la première fois depuis longtemps. Ça recommence. Et finalement, je crois qu'il faut être capable d'accompagner l'évolution et les besoins de l'économie. Et croire et faire en sorte que ces besoins soient accompagnés avec une politique d'intégration qui soit une politique d'intégration volontaire. Donc pas en rendant les choses compliquées. Un mot de l'Allemagne, parce que je vous voyais réagir pendant que Didier Lesky évoquait le modèle. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que l'Allemagne est un pays particulièrement accueillant. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. C'est souvent comme ça que nous, autres journalistes, avons l'habitude de présenter les choses. Mais en effet, on l'a dit, l'Allemagne est historiquement un pays de droit du sang et pas de droit du sol. Et c'est à partir des années 2000 que le pays a vraiment ouvert justement les conditions de naturalisation. Par exemple, c'est arrivé assez tard. Les conditions de langue, de logement ou de revenus sont bien plus drastiques qu'en France. Et en effet, il s'inspire du modèle canadien, qui est un modèle quand même assez élitiste, c'est-à-dire où c'est un modèle à points où on va favoriser un certain type d'immigration. Donc pareil, l'Allemagne demande à ce qu'on renonce à sa nationalité d'origine. Il y a très peu, la double nationalité est exceptionnelle. Mais par défaut, ce n'est pas possible. Je ne vous dis pas si c'est bien ou mal. Je vous explique ça, c'est l'étape d'après. C'est l'étape obtention de la nationalité. Tant qu'on est étranger en Allemagne, on n'a pas besoin. On parle d'intégration et donc leur vision est particulière par rapport à celle de la France, justement. C'est pas exactement la même. On retrouve des similarités avec l'Italie, entre l'Allemagne et l'Italie. Un mot, parce qu'en effet, le cas danois est intéressant et l'évolution de la gauche, parce que il faut savoir que l'ancien ministre de l'intégration et de l'immigration, puisqu'ils ont un ministre pour ça, Matthias Taitsfai, qui est le fils d'un réfugié éthiopien et qui a fait ses armes au parti communiste danois. Et bien c'est lui qui a l'origine de cette volonté, de cette proposition, de cette mesure de demander justement de faire examiner sa demande d'asile, notamment au Rwanda. Alors, il nous reste 5 minutes, le temps file trop vite, mais ça prouve que le débat est intéressant. Enfin, j'espère que c'est ce que vous ressentez devant votre poste de télévision ou votre ordinateur. On va parler du fonctionnement, effectivement, de l'asile. Et alors, ça pose la question du renvoi dans leur pays d'origine des délinquants et des procédures pour le faire. Elles sont jugées
trop compliqué, trop de voies de recours selon le ministre de l'Intérieur. Écoutez ce qu'en dit, par exemple, cette association Amnesty International. On écoute Manon Fillonneau qui est chargée de plaidoyer migration à Amnesty. Il y a des gens qui jouent leur vie, il y a des gens qui vont pouvoir rentrer dans leur pays, être torturés, exécutés s'ils sont renvoyés dans leur pays. Donc là, on ne joue pas des petits sujets et c'est trop dangereux que de délivrer des OQTF si vite. Jean-Yves Lecomte, vous êtes particulièrement critique sur ce volet de la loi. Pourquoi ? Déjà, j'ai du mal à comprendre votre question parce que vous parlez à la fois d'asile et après vous parlez d'OQTF. Bon, quand on est en demandeur d'asile, on n'est pas en OQTF parce que quand on est demandeur d'asile, on peut rester sur le territoire, donc on n'est pas soumis à une OQTF. Oui, après, mais on retrouve devant la Cour, et vous allez en témoigner, des personnes qui sont dans des procédures judiciaires et qui demandent quand même l'asile. Si vous voulez, il y a deux choses différentes. Il y a la demande d'asile. Et ça, effectivement, il faut accélérer les demandes d'asile au maximum. Et puis, il y a ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire les personnes qui, effectivement, pour des raisons d'ordre public, doivent être évacuées. Et un deuxième sujet, qui, à mon avis, devrait être aussi prioritaire parmi les éloignements, c'est trouver une solution pour les sortants de prison qu'on considère comme ne devant pas rester sur le territoire. Parce qu'il n'est pas logique qu'ils passent par le centre de rétention administrative et cette priorisation me semble essentielle. Voilà. Donc, je pense qu'il faut soit des centres de rétention spécifiques, soit trouver un moyen parce que la difficulté, c'est que les consulats ne viennent pas dans les prisons pour reconnaître les nationalités et délivrer les laissez-passer consulaires. Il y a besoin de trouver une solution qui doit être probablement législative pour faire en sorte que la situation des sortants de prison qui sont délinquants, qui n'ont pas de titre de séjour et qui doivent être éloignés, puisse être éloignés de manière prioritaire et pas finalement avec l'ensemble des autres. Rachel Binas, vous étiez en reportage pour Marianne, vous avez passé une journée dans cette Cour nationale du droit d'asile. Pour les juges, c'est pas simple de faire le tri entre ceux qui, justement, parce qu'il y a des délinquants, il y a des personnes qui sont en cours de condamnation et qui jouent des recours possibles pour continuer de demander l'asile. C'est ce que j'ai compris en lisant votre article. Alors, plusieurs choses. Pour établir un petit cadre qu'on puisse tous parler de la même chose. Être en situation irrégulière en France n'est pas considéré comme un délit. Si je ne me trompe pas, ça date de 2012. Premier point. Deuxième, ensuite, lorsqu'on est demandeur d'asile, on est de facto en situation régulière et pas irrégulière. Se pose néanmoins la question des déboutés, c'est-à-dire des gens pour qui l'OFPRA n'a pas accordé une protection, qui ont parfois fait un recours devant la CNDA, et le recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, a été en continuité, a été dans le sens de l'OFPRA. La plupart ne vont pas plus loin en termes de recours. Donc il y a en effet ces individus-là qui parfois, alors certains peuvent bénéficier d'un autre titre, mais certains n'en ont pas d'autres, et se pose la question de l'éloignement, qui, dans la large majorité des cas, n'est pas effectué, ne peut être effectué. Il n'y a pas les fameux laissez-passer consulaires, etc. Ensuite, oui, il y a certains cas, ça ne veut pas dire que c'est la majorité, mais qui se présentent, j'en ai vu, à la Cour nationale du droit d'asile, et qui sont en attente de jugement. Ça peut être pour meurtre, pour tentative de meurtre, pour viol, violence, etc. Parce que ce n'est pas parce... Alors déjà, ils sont présumés innocents, c'est important de le dire. Et puis ensuite, on peut très bien être un délinquant et obtenir une protection. Parce que la protection, le droit d'asile ou la protection subsidiaire, elle est donnée dans la mesure où on estime que si l'on renvoie la personne dans son pays d'origine, elle risque des sévices extrêmement importants, voire même la mort. Et donc la France protège ces gens-là. Ils ne vont pas être exemptés non plus de peine de prison, qu'on soit clair. Mais c'est une situation que peut rencontrer la Cour nationale du droit d'asile. Et je vous en prie. Très vite, dernier mot, le débat. Il y a quand même, et ça a été renforcé au cours des 10 dernières années, des suivis sécuritaires au moment de l'OFPRA, avec un certain nombre de filtrages, d'informations à l'OFPRA, de procédures contradictoires à la CNDA pour faire en sorte que l'OFPRA soit représentée à la CNDA dès lors que la personne représente un danger. Donc je crois que sur les questions des personnes qui représenteraient un danger,
et qui pour le coup donc on ne voudrait, enfin en tout cas l'autorité publique ne souhaite pas voir à qui l'autorité publique ne souhaite pas que l'asile soit accordé. La CNDA bien entendu est souveraine, mais l'OFPRA est représentée et un certain nombre d'informations sont données. Puisque c'est dans le code des étrangers, bien sûr. Donc on a quand même vraiment fait attention à cette question sécuritaire qui est essentielle. Et on va terminer là-dessus. Je suis désolé de devoir vous interrompre. Je l'ai peut-être ouvert trop tard, cette question droit d'asile. Je vais faire mon mea culpa, parce que ça demandait un peu plus de temps et de complexité. Mais on a entendu à l'un et à l'autre vos arguments. Merci beaucoup. À bientôt sur Public Sénat.